Si vous étiez pris en otage par un groupe de psychopathes qui vous demandait de faire un sacrifice impossible, que feriez-vous? L'apocalypse approche et il n'y a qu'un seul moyen de l'arrêter. Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre l'apocalypse dans Knock at the Cabin. Cette famille est sur le point de voir son monde s'écrouler. Jouant seule dans les bois par un après-midi ensoleillé, Wen, 7 ans, attrape des sauterelles et les met dans un grand bocal. Elle donne un nom à chacune d'entre elles et note des détails à leur sujet dans son carnet. C'est alors qu'elle aperçoit un grand homme musclé qui marche lentement vers elle sur le sentier. L'homme s'approche de Wen et lui demande s'ils peuvent parler un peu. Wen répond qu'elle ne parle pas aux inconnus, mais l'homme lui dit qu'il veut devenir son ami. Et comme ça, ils ne resteront pas des inconnus. Il lui demande son prénom et se présente comme Léonard, tendant son énorme main pour serrer la sienne. Il lui demande s'il peut l'aider à attraper des sauterelles et en saisit délicatement une sur une plante voisine avant de l'ajouter à son bocal. Il parle pendant 1 minute de ses 2 pères adoptifs, Eric et Andrew, quand Léonard commence à fixer nerveusement la forêt. Wen lui demande ce qui ne va pas, mais Léonard change de sujet et lui demande son âge. Elle mentionne que son 8e anniversaire est dans quelques jours, et Léonard lui offre une fleur en guise de cadeau. Mais il lui dit que si elle ne l'aime pas, ils peuvent jouer à un jeu avec. Chacun arrachera un pétale et posera une question à l'autre. Après quelques tours, Léonard interroge Wen sur la cicatrice qu'elle a sur la lèvre, et il lui dit qu'il n'a pas de cicatrice comme elle. Mais si elle pouvait le regarder à l'intérieur, elle verrait que son cœur est brisé à cause de ce qu'il doit faire. 3 autres personnes s'approchent des arbres avec des armes de fortune. Wen demande s'il s'agit d'amis de Léonard, mais il répond qu'il s'agit plutôt de collègues, et qu'ils sont venus parce qu'ils ont un travail très important à faire. Elle devient nerveuse et commence à courir vers le chalet, et Léonard lui crie qu'elle doit dire à ses 2 papas de les laisser entrer, sinon ils se débrouilleront seuls. Wen claque la porte et court à travers le chalet jusqu'à une terrasse à l'arrière, où Andrew et Eric écoutent de la musique. Elle leur dit que des étrangers effrayants arrivent et qu'ils doivent entrer à l'intérieur tout de suite. Ils se lèvent et suivent Wen à l'intérieur, et elle ferme la porte derrière eux. Andrew et Eric demandent ce qui ne va pas, et ils pensent que Wen est en train de décrire des témoins de Jéhovah, quand soudain, ils entendent plusieurs coups vigoureux à la porte du chalet. Léonard se présente et leur demande de bien vouloir ouvrir la porte. Ils décident de lui dire gentiment de s'en aller et Eric dit poliment qu'ils aimeraient qu'on les laisse tranquilles. Léonard dit qu'il comprend et qu'il est désolé, mais qu'ils ont besoin de leur aide pour sauver tout un tas de gens et qu'ils ne peuvent pas le faire sans eux. Andrew jette un coup d'œil par la fenêtre et voit qu'ils tiennent tous une sorte d'arme étrange. Il se dirige vers le téléphone pour appeler la police, mais la ligne a été coupée et il n'y a pas de réseau aussi loin dans les bois. Andrew crie qu'il a une arme, mais en fait, elle est dans une mallette dans son 4x4 et le groupe le prend au mot, lui donnant une dernière chance de les laisser entrer. À ce moment-là, Léonard et ses amis encerclent le chalet et commencent à essayer d'entrer par effraction. Andrew et Eric courent frénétiquement dans tout le chalet, verrouillant les fenêtres et barricadant les portes pour empêcher quiconque d'entrer. L'un des membres du groupe de Léonard, Redmond, commence à défoncer la porte arrière. Andrew prend Wen dans ses bras et Eric prend 2 tisonniers dans la cheminée pour s'en servir comme arme. Ils décident de courir vers la voiture, mais juste au moment où ils atteignent la porte, ils sont confrontés à un autre membre de l'équipe de Léonard, Sabrina. Eric l'attaque, mais elle le fait trébucher et il se cogne la tête, perdant connaissance. Sabrina tente immédiatement de l'aider en criant qu'elle est infirmière. Mais Andrew l'attaque et la force à s'éloigner de lui. Il tente de réveiller Eric, mais c'est alors que Léonard et Redmond parviennent à entrer. Andrew commence à frapper Redmond, mais Léonard réussit à attraper Wen pendant qu'il est distrait et il dit calmement à Andrew d'arrêter. Ok, leurs vacances dans un chalet isolé dans les bois viennent de commencer et ils ont déjà été kidnappés par des cinglés armés de haches. Il est temps d'évaluer le problème. Eric et Andrew, quelle meilleure façon de le faire qu'avec notre nouvelle rubrique? Vous avez fait de la Je pense qu'il faut commencer par leur première grosse erreur, celle de laisser Wen jouer seule dans les bois. Eric et Andrew veulent peut-être donner à leur fille un sentiment de liberté, mais c'est une décision qu'ils regretteront rapidement. Quiconque a passé du temps dans les forêts denses du nord-est des États-Unis sait qu'il y a d'innombrables choses horribles qui peuvent arriver à une enfant de 7 ans sans surveillance. Tout d'abord, elle peut facilement trébucher et tomber, se blesser, tomber dans le lac ou même faire une chute du haut d'une falaise. Un seul faux pas et ce serait la fin du petit oisillon. On pourrait croire qu'elle est trop intelligente pour ça, mais on ne sait jamais ce qui pourrait arriver si elle est distraite par sa chasse aux sauterelles. Même les randonneurs les plus aguerris ont souvent des accidents sur les sentiers. Quelque chose d'aussi simple qu'une entorse à la cheville peut être une condamnation à mort, si elle est trop loin pour appeler à l'aide. Et aucun de ses parents ne sait où elle est allée. Elle ne connaît pas non plus la région et pourrait facilement se perdre si elle s'éloignait ne serait-ce que de quelques mètres du chalet. Dans 42% des cas, les randonneurs se perdent parce qu'ils se sont égarés hors du sentier. Les forêts sont pratiquement impossibles à parcourir en l'absence de sentiers balisés au milieu de la journée. Et c'est en fin d'après-midi que Wen joue dehors. Le soleil se couche rapidement dans la forêt, et je peux vous dire d'après mon expérience personnelle qu'il n'est pas souhaitable d'être perdu dans les bois la nuit sans lampe de poche ni aucune idée de l'endroit où on se trouve. Dans de nombreux endroits en pleine nature, les sauvetages peuvent être extrêmement difficiles, coûteux et même dangereux pour les équipes d'intervention. Et ce, même si elles savent vous chercher. Il y a aussi beaucoup de plantes et d'animaux sauvages dangereux que Wen pourrait facilement rencontrer. Le lierre vénéneux et le sumac de Virginie peuvent rapidement transformer une excursion dans les bois en un séjour à l'hôpital si vous ne savez pas comment les identifier, et ils peuvent même être mortels s'ils sont consommés.
Bon, je reconnais à Wen le mérite qui lui revient. Elle semble assez intelligente pour ne pas manger les plantes qu'elle trouve au hasard sur le sol de la forêt. Mais j'ai déjà entendu des enfants faire des choses plus stupides, et on voit que c'est une enfant très curieuse, alors on ne sait jamais ce qu'elle pourrait décider de toucher. Les bois abritent également des ours, des coyotes, des lynx, des serpents à sonnettes, des araignées venimeuses et même des tiques porteuses de la maladie de Lyme. Tous ces animaux ne sont pas de bons compagnons de jeu pour une enfant. Ici, on est dans la vraie vie, et pas dans le livre de la jungle. Dans cette histoire, Balou en ferait son goûter, et il ne lui chanterait pas des chansons. Et on n'a pas parlé du danger que représentent les étrangers. Des milliers de personnes, que ce soit des enfants ou des adultes, ont disparu dans la nature américaine au fil des ans, et certaines d'entre elles sont des cas avérés d'enlèvement. Ils sont peut-être loin de tout signe de présence humaine, et les chances de rencontrer quelqu'un ici sont sans doute très faibles, mais ça signifie aussi qu'il n'y a personne pour témoigner ou l'aider si un voleur d'enfants la trouvait par hasard. Ils auraient facilement pu être suivis par un kidnappeur depuis la ville la plus proche, attendant juste à l'abri des regards qu'Eric et Andrew baissent leur garde. Bien sûr, Léonard se présente, et heureusement pour eux, il ne veut pas faire de mal à Wen. La laisser explorer les bois toute seule était au mieux un choix dangereux, au pire un cas limite de négligence envers une enfant de cet âge. La visite d'une secte de l'apocalypse peut être inattendue, mais Eric et Andrew ont été largement avertis par Wen. Ils ne l'ont prise au sérieux que quand il était déjà trop tard. Je sais que les enfants peuvent tout dramatiser et qu'ils inventent souvent des choses, mais si votre fille sortait des bois en courant, paniquée, en vous disant que 4 étrangers armés étaient en chemin, franchement, vous ne vous seriez pas empressé d'agir au lieu d'en rire avec des involtures ? Je veux dire, sérieusement, est-ce que l'un d'entre eux irait se soucier de jeter un petit coup d'œil par la fenêtre alors qu'une armoire à glace humaine est sur le point de défoncer leur porte d'entrée ? S'ils pensent que leur fille est assez mature pour se promener dans les bois sans surveillance, on pourrait penser qu'ils la croiraient aussi plus rapidement quand elle leur dit qu'ils sont tous en danger. C'est là que la situation a viré au film d'horreur. Eric et Andrew n'ont pas réussi à défendre le chalet contre l'équipe de Léonard. Léonard lui-même est un homme extrêmement intimidant, et c'est pas quelqu'un que je voudrais affronter dans un combat à la loyale. Mais le reste de sa bande devrait être des proies assez faciles pour 2 hommes adultes, d'autant plus qu'ils se battent pour protéger leur fille et qu'Andrew est un boxeur entraîné qui a aussi une arme. Ah oui, mais attendez, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a laissé l'arme dans la voiture ? De tous les endroits possibles, faudra me dire comment il espérait y accéder s'il avait eu besoin de s'en servir. Est-ce qu'il comptait demander poliment à des cambrioleurs de le laisser aller la chercher vite fait ? Dans la voiture, son arme est pratiquement inutile. Elle pourrait même être utilisée contre eux si des malfaiteurs mettaient la main dessus. Selon les experts, pour la défense du domicile, l'arme doit être rangée dans un endroit sûr et rapidement accessible, par exemple sous le lit ou dans un placard près de la porte d'entrée. Si Andrew avait eu son arme sur lui, la prise d'otage aurait été terminée. Malheureusement, Léonard les a surpris en train de se cacher, et ils devront utiliser tout ce qu'ils pourront trouver dans le chalet pour se défendre. Une fois qu'ils ont réalisé que le chalet était encerclé, Eric et Andrew ont dû se retrancher au lieu d'essayer de s'échapper. Même s'ils n'ont pas de réseau et que les lignes téléphoniques sont coupées, ils auraient dû essayer d'utiliser la fonction SOS de leur téléphone portable, puis trouver une position défendable en attendant l'arrivée des secours. Le sous-sol aurait été un endroit idéal pour se mettre à l'abri, parce qu'il n'y a que 2 façons d'y entrer ou d'en sortir. En descendant, ils auraient pu rapidement casser une des marches, en espérant que le premier des assaillants qui se serait précipité sur eux serait tombé et se serait brisé la nuque. Ensuite, Andrew aurait pu les retenir à une entrée puisque c'est un combattant entraîné, et Eric aurait pu garder Wen en sécurité tout en surveillant leurs arrières et en gardant un œil sur leur voie de sortie. S'ils avaient été capables d'éliminer rapidement Léonard, le reste du groupe n'aurait pas posé de problème. Et ils auraient même pu s'enfuir au moment où ils auraient vu le chef tomber. Mais comme on le voit ici, ils ne se sont pas vraiment battus, et les cinglés ont rapidement pris le dessus. Si votre fille de 7 ans se trouvait prise en otage par 4 prophètes de l'apocalypse psychopathe, vous devriez enfin vous secouer Eric et Andrew. Eric revient à lui et constate qu'Andrew et lui ont été attachés à des chaises. Il a subi une grave commotion cérébrale et il est devenu extrêmement sensible aux bruits forts et aux lumières vives. Léonard s'excuse de les avoir attaqués, mais Andrew est furieux et pense qu'ils les ont ciblés spécialement parce qu'ils sont un couple gay. Léonard leur assure que c'est pas le cas, et il appelle tous les membres de son groupe dans la pièce. L'un après l'autre, les membres du groupe s'avancent et se présentent à Andrew et Eric. Sabrina est la première. Elle leur parle de sa famille et de sa carrière d'infirmière. Elle mentionne qu'elle vient de Californie et qu'elle a dû dépenser la plupart de ses économies pour venir leur parler. Ensuite, Léonard s'avance et leur dit qu'il est professeur d'école primaire. Redmond commence à se présenter de façon sarcastique, mais il dit que tout ça n'a pas d'importance vu ce qu'ils doivent faire. Et Léonard lui dit qu'Andrew et Eric méritent de savoir qui ils sont. Il cède et leur parle de lui, mentionnant qu'il est allé en prison dans le passé pour avoir pris des décisions stupides. Enfin, Adrian s'avance et se présente frénétiquement, mentionnant son travail de chef de cuisine. Quand ils ont terminé, Léonard annonce de façon inquiétante que c'est le moment. Léonard s'avance devant le groupe et explique qu'ils sont ici pour arrêter l'apocalypse. La fin du monde dépend entièrement d'Andrew, d'Eric et de Wen. Ils devront choisir de se sacrifier volontairement et de tuer un membre de leur famille. S'ils ne choisissent pas ou ne respectent pas leur choix, tous les habitants de la Terre mourront, sauf eux. Eric dit qu'ils n'ont rien fait de mal, et Léonard reconnaît qu'ils ne méritent pas ça, mais que le destin les a choisis. Léonard promet que son groupe et lui ne sont pas là pour leur faire du mal, et qu'ils ne peuvent pas choisir ou agir à leur place.
Les membres de la famille n'ont pas le droit de se suicider et c'est l'un d'entre eux qui devra tuer le sacrifié. Andrew s'écrie qu'il préférerait voir le monde entier mourir 100 fois plutôt que de choisir de sacrifier un membre de sa famille. Mais Leonard les prévient que les membres du groupe ont tous eu des visions de ce qui se passera s'ils ne choisissent pas. Il dit qu'il y aura d'abord des tsunamis massifs qui détruiront les villes côtières. Ensuite, une terrible épidémie rendra tout le monde malade. Puis, le ciel s'effondrera et les doigts de Dieu brûleront la terre, tandis que des ténèbres éternelles s'abattront sur l'humanité. Andrew lui hurle dessus et lui demande comment il sait tout ça, disant qu'il ressemble à tous les apocalypticiens cinglés. Eric tente de raisonner Léonard, arguant que les rêves peuvent avoir des significations différentes. Mais Léonard leur demande simplement s'ils vont faire un choix, et ils refusent tous les deux. Redmond se dirige vers l'avant du groupe et pose son arme sur le sol. Il s'agenouille et sort une cagoule blanche de sa poche en pleurant et en disant qu'il a peur. Il demande à Eric et Andrew de ne pas détourner le regard, et il met la cagoule sur sa tête en tremblant. Eric remarque une lumière vive qui reflète le cadre derrière lui avec une silhouette en forme de personne qui se tient à côté du groupe. Soudain, le reste du groupe s'avance et entoure Redmond. Il dit qu'une partie de l'humanité a été jugée et Sabrina et Adrian le poignardent violemment à la tête avec leurs outils. Redmond tombe sur le sol et Léonard s'avance, lui coupant la tête avec sa hache. Et ça fait un apocalypticien en moins et il en reste 3. Ok, c'est la fin du monde tel que nous le connaissons, et personne ne se sent bien. Le pauvre Eric a reçu un méchant coup à la tête, et il montre des signes de commotion cérébrale sévère. Les symptômes d'une commotion cérébrale comprennent des maux de tête, des nausées, une vision floue, une sensibilité à la lumière et au bruit, et de la confusion, ce qui n'est pas ce que vous souhaitez avoir quand la vie de votre famille est en jeu. Le plus important pour se remettre d'une commotion cérébrale est de se reposer physiquement et mentalement, ce qui est plutôt difficile à faire quand on est pris en otage par un homme qui dit que Dieu veut qu'on sacrifie notre fille de 7 ans. Être attaché à une chaise avec les mains dans le dos comme Eric et Andrew n'est pas vraiment une position souhaitable, mais il y a des choses que vous pouvez faire pour vous donner une chance de vous échapper. Tout d'abord, vous devez commencer à tordre vos poignets et à bouger vos bras de haut en bas pour détendre progressivement la corde. Ce sera pas facile, mais si vous parvenez à détendre suffisamment la corde pour pouvoir commencer à travailler sur le nœud, vous pourrez peut-être vous libérer et retourner la situation contre votre agresseur. Maintenant, parlons de ce qu'on appelle le choix impossible. Sacrifier un être cher pour arrêter l'apocalypse. Ce serait un acte très noble si le sort du monde était vraiment en jeu. Mais Eric et Andrew n'ont absolument aucune raison de croire que c'est le cas aujourd'hui. Tout ce dont ils sont sûrs, c'est qu'un groupe de psychopathes munis d'armes bizarres leur a tendu une embuscade au milieu des bois et les a pris en otage. Léonard n'a même pas de preuve que ce qu'il dit est vrai. Alors que sont censés faire Eric et Andrew ? Le croire sur parole ? Pour moi, la réponse est un non empathique, mais c'est surtout une évidence. Après avoir vu ce qui est arrivé à Redmond, la question importante que je me poserai maintenant est « Comment diable vais-je pouvoir sortir d'ici ?» Il est temps de trouver un plan d'évasion. Et vite. La bonne nouvelle, c'est que ces monstres sont sur le point de faire tout le travail pour moi. Et la réponse est si évidente que vous n'y penserez peut-être même pas au début. Léonard a expliqué clairement que d'après leur vision, personne du groupe ne peut faire de mal à Eric ou Andrew. Et après avoir refusé de faire un choix, le groupe a fini par sacrifier l'un des leurs. Donc je m'assiérai et j'attendrai. On dirait qu'ils vont tous s'entretuer si je dis non 4 fois. Et comme je ne crois pas encore à leur histoire d'apocalypse, pourquoi ne pas les laisser faire ? Ils s'entretueront tous et ma famille et moi, nous pourrons continuer nos vacances en paix. Pour les plus malins d'entre nous, il y a même des choses à faire pour accélérer le processus. Au cours de leur petite présentation, chacun de ces salauds a dit quelque chose de personnel à Eric et Andrew qu'ils pourraient utiliser contre eux. Par exemple, je parlerai à Sabrina de sa demi-sœur, et je lui dirai que si elle se trompe et qu'elle se laisse tuer comme Redmond, elle sera morte pour rien et ne reverra jamais sa demi-sœur. Avec un peu de chance, si je semais le doute dans leur esprit, je pourrais faire en sorte que les membres du groupe se retournent les uns contre les autres et je pourrais profiter du chaos pour m'échapper avec ma famille et retourner à la civilisation. Après avoir achevé Redmond, Léonard court immédiatement à la cuisine et vomit dans l'évier. Ils sont tous très perturbés par ce qui vient de se passer. Léonard et Adrian emportent le corps de Redmond à l'extérieur, tandis que Sabrina enlève le sang sur le sol. Léonard allume la télé juste à temps pour voir un reportage spécial sur un violent tremblement de terre qui a placé toute la côte nord-ouest des États-Unis en alerte tsunami. Andrew insiste sur le fait que ça ne veut rien dire, mais Léonard dit qu'il leur a expliqué ce qui allait se passer. Et il exige qu'ils continuent à regarder. Le tsunami touche le littoral, mais les gens ont pu évacuer à temps. Et pour l'instant, aucun décès n'est à déplorer. Andrew leur demande d'au moins laisser partir Eric, mais Léonard les ignore. Il dit qu'ils doivent continuer à regarder pour qu'ils voient ce qui leur a été montré dans leur vision. À ce moment-là, on apprend qu'un autre terrible tremblement de terre s'est produit dans le Pacifique. Le tsunami qui en résulte est absolument gigantesque. Et en un instant, plusieurs villes côtières sont complètement anéanties. Eric envoie Wen dans sa chambre et Sabrina éteint la télé. Léonard annonce que demain matin, ils auront une autre chance de faire leur choix et de sacrifier volontairement l'un d'entre eux pour sauver le reste du monde. Pendant la nuit, lui et son groupe s'occuperont de leurs besoins. Mais pour le reste, ils ont besoin qu'ils réfléchissent.
Andrew dit que la réponse sera toujours la même et qu'il est prêt à sacrifier le monde entier pour protéger sa famille. Il demande à Eric de le rassurer, mais ce dernier semble perdu dans ses pensées. Sabrina emmène Eric dans la chambre pour l'aider à soigner sa blessure à la tête. Elle lui dit qu'elle est désolée de ce qui se passe et qu'elle n'était pas très croyante, mais que tout a changé quand ses visions ont commencé. Elle précise qu'elle n'y croyait pas non plus au début, mais elle dit que bientôt Eric y croira aussi. Sabrina lui dit que tout ce qu'elle a vu dans ses visions s'est réalisé. C'est comme ça qu'elle a construit son arme, rencontré les autres et trouvé le chalet. Elle connaissait jusqu'aux couleurs exactes des vêtements que les autres porteraient quand elle allait les rencontrer. Elle promet qu'ils sont tous du même côté, mais Eric dit qu'il n'est que du côté de sa famille. Sabrina ramène Eric dans le salon et le fait asseoir sur la chaise à côté d'Andrew. Derrière eux, Wen prend son sac à dos et se faufile dans le sous-sol sans être vu. Andrew demande à Eric s'il va bien, mais il semble toujours apathique. Il lui dit que le premier tremblement de terre a eu lieu 4 heures avant l'arrivée de Léonard et de son groupe, et il soupçonne qu'ils ont planifié toute cette attaque. Il veut s'assurer qu'Eric a les idées claires après son traumatisme crânien et que Sabrina n'a pas essayé de le manipuler quand ils étaient seuls. Mais Eric lui assure qu'il ne les croit pas. Pendant ce temps, Wen se faufile dans le sous-sol et s'échappe par la trappe de derrière. Mais elle fait accidentellement du bruit et alerte Léonard. Elle s'enfuit dans les bois, mais Léonard la rattrape facilement et la ramène au chalet. Léonard attache Wen à une chaise et tente de la calmer à nouveau. Mais Andrew lui dit de ne pas l'écouter. Il insiste sur le fait qu'ils ont été pris pour cible, et c'est alors qu'il réalise que Redmond est le type qu'il avait agressé dans un bar il y a de nombreuses années. Andrew dit que ce n'est pas une coïncidence, et il leur dit que s'ils prennent son portefeuille, ils verront que son nom n'était pas Redmond, mais Léonard refuse. Il dit que son nom n'a pas d'importance, mais Adrienne commence à s'inquiéter, disant qu'elle ne se souvient pas si sa vision a commencé avant ou après qu'elle ait rencontré Redmond en ligne. Léonard lui dit qu'ils ne peuvent pas douter les uns des autres. Il montre à Andrew une photo des gamins de son équipe de basket, en lui disant qu'il est ici pour eux. Il tourne les chaises d'Andrew et d'Eric pour qu'ils soient face à face, et tout le monde va dormir pour la nuit. Ok, les choses viennent de se concrétiser et il semble que les visions de Léonard soient fondées. Les pauvres gens de la vidéo et des infos n'ont eu aucune chance. Mais si vous vous trouvez dans la trajectoire d'un tsunami, il y a des mesures que vous devez prendre rapidement si vous voulez survivre. La chose la plus importante à faire est d'évacuer dès que vous êtes averti de l'arrivée d'un tsunami. Les routes et les ponts seront probablement encombrés par la circulation ou endommagés par le tremblement de terre. Le mieux est donc de courir ou de prendre un deux roues. Vous devez vous rendre le plus loin possible à l'intérieur des terres et au point le plus élevé. Vous devez aller aussi vite que possible, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez et du temps dont vous disposez. Si vous vous trouvez dans un bâtiment et que vous n'avez pas le temps de vous rendre dans un endroit sûr, vous devez vous rendre le plus haut possible dans le bâtiment pour vous protéger de la montée des eaux. Si vous tombez à l'eau, essayez d'attraper quelque chose pour vous aider à flotter et attendez de trouver un moyen sûr de revenir sur la terre ferme. Les équipes de secours ne devraient pas tarder à arriver. Et une fois que le tsunami initial sera passé, vous devrez rester là où vous êtes et attendre de l'aide. Beaucoup d'aspects de la survie ici se résumeront à de la chance. Mais il est important de faire ce que vous pouvez pour vous donner les meilleures chances pour vous en sortir vivant. Wen a pris la bonne décision de s'échapper en se faufilant directement par la trappe du sous-sol. Dès qu'elle est sortie du chalet, elle aurait dû courir aussi vite que possible pour s'éloigner le plus possible avant que Léonard ne la poursuive. Pendant qu'elle courait, elle aurait dû crier à l'aide pour essayer d'attirer l'attention de toute personne qui se trouverait à proximité. Si elle savait qu'elle ne pouvait pas s'enfuir et qu'elle n'avait pas d'autre choix que de se cacher, elle aurait dû essayer de se cacher dans un endroit où seul un enfant peut se glisser. Léonard est un homme énorme, alors j'aurais essayé de trouver une petite grotte ou un petit espace pour me cacher, là où il ne pourra pas m'atteindre. Avec un peu de chance, si je le distrayais assez longtemps, Andrew et Eric pourraient même se libérer et s'occuper des autres dans le chalet. Le matin, Adrienne prépare des œufs pour le petit déjeuner de Wen. Andrew chuchote à Eric que les cordes de ses mains sont en train de se détendre et qu'il a l'intention de courir jusqu'à la voiture dès qu'il en aura l'occasion. Léonard entre dans la pièce et se prépare à recommencer. Mais avant qu'il n'ait le temps de parler, Andrew pose des questions sur ce dont Adrienne a parlé la veille. Andrew insiste sur le fait qu'ils ont fait l'expérience d'un délire partagé dans une chambre d'écho en ligne. Léonard n'est pas convaincu et il dit qu'ils doivent continuer. Pendant que les autres discutent, Wen donne un couteau à Eric et il commence à travailler sur ses liens. Eric dit également à Wen de se souvenir de ce qu'elle a fait à Thanksgiving et de le refaire quand il lui fera signe. Le groupe s'installe au centre de la pièce et Léonard dit qu'ils doivent prendre leur décision très rapidement. Adrienne s'avance et lance un appel plein d'émotions en tant que mère à Eric, insistant sur le fait que les visions lui ont prouvé que ça se passait vraiment et qu'elle ne veut pas que son fils meure. Eric lui demande ce qu'elle a vu exactement. Mais Andrew crie qu'ils ne les croient pas et qu'ils refuseront une fois de plus de faire un choix. Léonard soupire et Adrienne s'agenouille sur le sol, mettant une cagoule blanche comme Redmond. Elle répète la phrase « Une partie de l'humanité a été jugée » et Léonard et Sabrina la tuent avec leurs armes de fortune. Ça fait 2 apocalypticiens en moins et il en reste 2. Léonard transporte le corps d'Adrienne dans la pièce voisine. Quand il revient, il dit que des centaines de milliers de personnes vont mourir maintenant. Et il demande à Sabrina d'allumer la télévision. Ok,
Ces monstres sont clairement convaincus par leur vision. Mais si Andrew avait raison et que tout ça n'était que dans leur tête, il serait temps de prendre un peu de recul et de parler des psychoses partagées. Un délire partagé, ou folie à deux, se produit quand des croyances délirantes et parfois même des hallucinations sont transférées d'une personne à l'autre. Ça peut se produire quand une personne dominante appelée l'inducteur forme la croyance et l'impose aux autres. Une autre façon de procéder est que deux personnes qui ont des épisodes psychotiques distincts influencent les délires de l'autre, de sorte qu'ils deviennent très similaires. Andrew soulève un très bon point à ce sujet, mais dans ce cas, il n'est pas clair si Redmond était l'inducteur ou s'ils ont tous eu cette idée de leur propre chef et que les choses ont empiré quand ils se sont trouvés les uns les autres. La chose la plus importante à faire dans le traitement des délires partagés, c'est de séparer les malades les uns des autres et de briser la chambre d'écho. Une fois qu'ils sont sortis de cette bulle isolée, vous devriez être en mesure de leur faire retrouver une pensée claire. En gardant ça à l'esprit, j'aurais essayé de parler à Sabrina ou à Adrian en tête-à-tête, puisqu'elles semblent moins convaincues que Léonard. Et j'aurais espéré pouvoir les faire sortir de leur gonds et les mettre de mon côté. Il est trop tard pour Adrian, mais à mesure que le groupe se réduit, l'illusion devient moins intense. Et il y a encore une chance de convaincre Sabrina avant qu'il ne soit trop tard. Sabrina allume la télévision et le groupe regarde un reportage sur l'apparition récente d'une nouvelle maladie, le virus X9, dans plusieurs grandes villes du monde, dont Nashville dans le Tennessee. Ils sont tous les 5 assis dans un silence stupéfait quand soudain Eric se tourne vers Andrew et lui dit qu'il pense avoir eu la vision d'une personne. Léonard arrête la télé et lui demande où il l'a vue. Et Eric répond que c'était dans la lumière reflétée dans le miroir derrière Redmond, juste avant qu'il ne le tue. Andrew soutient qu'Eric est sensible à la lumière à cause de sa commotion cérébrale. Et il explique que le virus X9 s'est propagé pendant des mois avant ça. Il remarque sur la bannière en bas de l'écran de télévision que le reportage n'est pas en direct, mais qu'il s'agit d'une émission préprogrammée. Et il dit que Léonard savait déjà ce qui se passait avant qu'il n'arrive au chalet. Eric est d'accord avec Andrew et il fait un signe de tête à Wen qui commence à piquer une grosse colère. Léonard essaie de la calmer, et pendant qu'il est distrait, Eric coupe ses liens, se libère et plonge sur le sol devant Wen, saisissant une arme de fortune et menaçant sauvagement l'homme devant lui. Dans le chaos, Andrew se libère à son tour et sort par la porte d'entrée, mais Sabrina le poursuit. Il arrive jusqu'à sa voiture quand soudain Sabrina le frappe dans les jambes avec son arme. Elle s'arrête et lui tend la main ne voulant pas le blesser, mais refusant toujours de le laisser s'échapper. Andrew l'aveugle en lui jetant de la terre dans les yeux. Puis il entre dans la voiture et verrouille les portes. Il rampe jusqu'à un coffret et y prend son arme juste au moment où Sabrina brise la vitre. Elle le poignarde plusieurs fois sur le côté, mais il charge son pistolet et tire rapidement un coup de feu non loin de sa tête. Il lui dit de reculer et Sabrina s'enfuit dans les bois. Andrew remarque qu'elle a crevé les pneus de leur voiture et il retourne en boitillant à l'intérieur du chalet, où il trouve Léonard confronté à Eric. Andrew pointe son pistolet sur Léonard et lui dit de lâcher son arme. Mais Léonard ne veut toujours pas l'écouter. Il dit qu'il est temps de faire le prochain sacrifice et leur demande de faire un choix. Mais Andrew dit qu'il choisit sa famille et rien de plus. Tout à coup, Sabrina lui fonce dessus en venant d'une autre entrée. Et Andrew lui tire une balle dans la poitrine, la tuant sur le coup. Et ça fait 3 apocalypticiens en moins et il n'en reste qu'un. Ok, les choses sont de pire en pire. Et Léonard dit qu'il y a encore d'autres événements à venir. Après le coronavirus, la dernière chose que la société souhaiterait, c'est une nouvelle pandémie. Mais c'est exactement ce que la mort d'Adrian semble avoir déclenché dans le monde. Pour survivre, les gens vont devoir se souvenir des leçons qu'ils ont apprises lors de la dernière épidémie mondiale. Pour avoir plus de chances de ne pas tomber malade, il est important de se rendre régulièrement chez le médecin pour des examens de santé. Vous devez toujours avoir en réserve les médicaments dont vous pourriez avoir besoin et être à jour de toutes les vaccinations recommandées par votre médecin. Veillez également à disposer d'une grande quantité d'eau et de denrées non périssables au cas où une visite à l'épicerie ne serait pas envisageable. Se laver les mains soigneusement et régulièrement, pratiquer la distanciation sociale si nécessaire et rester chez soi quand on est malade permettra de limiter la propagation de la maladie et de rester en vie, ainsi que tous les autres. Si la nouvelle de la mort de personnes atteintes du virus X9 est extrêmement triste, le fait qu'Andrew remarque que le reportage n'est pas en direct rend Léonard extrêmement suspect. Une émission préprogrammée sur une épidémie qui se développe progressivement depuis des mois ne suffirait certainement pas à me convaincre de sacrifier un être cher. Eric croit peut-être avoir vu une vision dans des lumières derrière Redmond. Mais les hallucinations sont un effet secondaire très courant des traumatismes crâniens graves. Comme Eric souffre encore de sa commotion cérébrale, je n'accorderai pas beaucoup de confiance à ces visions qu'il a eues tout à coup. D'autant plus que ce groupe est arrivé et lui a mis l'idée de ses visions dans la tête. Wen et Eric ont fait diversion et ont permis à Andrew de courir jusqu'à la voiture pour prendre son arme. C'était une bonne idée. Andrew a dû franchir de nombreux obstacles pour l'atteindre, et il en a payé le prix quand Sabrina l'a démoli de différentes manières. Mais heureusement pour Andrew, elle ne veut pas le tuer, ce qui fait qu'il peut atteindre le pistolet. Maintenant qu'il a mis la main sur une arme, s'il garde son sang-froid et prend les bonnes décisions, ce cauchemar peut rapidement se terminer. Aussi grand que soit Léonard, il ne peut plus rien faire pour arrêter Andrew maintenant. Et Sabrina a découvert à ses dépens ce qui arrivera s'il essaie de le bousculer. Tout ce qu'Andrew a à faire, c'est de prendre Eric et Wen et de s'en aller. Mais quelque chose me dit que cette histoire cauchemardesque n'est pas encore terminée. Léonard met la cagoule blanche sur le corps de Sabrina et se tient au-dessus d'elle, prêt à poursuivre son rituel.
Andrew lui dit d'arrêter, mais Léonard lui demande simplement s'il est prêt à faire un sacrifice. Et comme il refuse, Léonard répète une fois de plus la phrase « Une partie de l'humanité a été jugée » avant de lui couper la tête. Andrew sort du chalet, dit à Eric de garder un œil sur Léonard et de crier s'il fait quoi que ce soit. Il sort sous le porche pour prendre le portefeuille de Redmond dans sa poche. Il sort sa carte d'identité et la jette par terre devant Léonard, montrant que le vrai nom de Redmond était en fait Rory O'Bannon, le type qui a agressé Andrew dans un bar. Andrew est maintenant convaincu que toute cette histoire n'était qu'un plan pour les torturer, et il exige que Léonard entre dans la salle de bain où il le tuera. Andrew et Eric bloquent la porte de la salle de bain avec une chaise, mais juste au moment où ils s'apprêtent à s'enfuir, ils entendent la fenêtre se briser. Andrew ne veut pas sortir tant qu'il n'est pas sûr que Léonard est toujours dans la salle de bain, et il décide donc d'ouvrir la porte. À l'intérieur, il voit que la fenêtre est brisée, mais elle semble beaucoup trop petite pour que Léonard puisse passer par là. Andrew regarde la douche et tire un coup de feu à travers le rideau, mais il ne touche rien. Il regarde autour de lui en panique et totalement confus. Il s'apprête à tirer le rideau de douche quand soudain Léonard se jette sur lui et le plaque au sol. Eric, Andrew et Léonard se battent, mais Léonard est trop fort et les domine facilement, arrachant l'arme des mains d'Andrew. Léonard dit qu'il ne les tuera pas, mais qu'il leur tirera une balle dans la jambe pour les empêcher de quitter le chalet. Et il leur demande d'allumer la télé s'ils veulent être convaincus. Eric allume le journal télévisé et il regarde des reportages sur des centaines d'avions qui tombent mystérieusement du ciel dans le monde entier. Eric regarde la télé avec horreur et commence à y croire. Léonard dit qu'il a déjà entendu ça auparavant et il se tient devant la télévision, capable de prédire mot à mot ce que la journaliste va dire juste avant qu'elle ne prononce les mots. Soudain, Andrew casse la télévision et réclame les clés du véhicule de Léonard. Mais il est trop tard. Eric a été convaincu. Andrew le supplie de partir. Mais Léonard dit qu'il peut voir que même Andrew croit à ce qui se passe maintenant, et il leur demande de sortir sur la terrasse à l'arrière. Il s'assoit dans un rocking chair et tient un couteau sur son bras, disant que quand il sera parti, ils n'auront que quelques minutes pour arrêter ce qui va se passer. Eric et Andrew envoient Wen attendre dans une cabane avec ses écouteurs sur les oreilles, et ils lui disent de ne pas sortir avant que l'un d'entre eux ne vienne la chercher. Léonard les supplie une dernière fois de faire un choix et de sauver le monde, mais il reste silencieux. Il prononce les mots « Toute l'humanité a été jugée » et il meurt comme le reste de ses amis. Les 4 apocalypticiens sont morts et il ne reste que quelques instants pour prendre une décision. Léonard se renverse dans son fauteuil alors que le ciel s'assombrit et que la foudre frappe tout autour d'eux, mettant le feu au bois. Eric dit à Andrew qu'il peut sentir la présence de la silhouette qu'il a vue dans la lumière, et Andrew admet qu'il le croit. Andrew dit que tous les 3 devraient rester ensemble quoi qu'il arrive, mais Eric croit que des familles ont toujours eu à prendre cette décision, et que Léonard et son groupe étaient en fait les 4 cavaliers de l'Apocalypse représentant tous les aspects de l'humanité. Redmond représentait la méchanceté, Adrian la nourriture, Sabrina le soin et Léonard l'accompagnement. Ils pensent qu'ils ont dû les regarder mourir et ressentir leur perte avant de pouvoir pleinement comprendre et prendre leurs décisions. Andrew est furieux et il affirme que l'humanité ne mérite pas leur sacrifice. Mais Eric dit qu'il sent qu'ils doivent le faire et il veut qu'Andrew le tue maintenant, pendant qu'il pense à l'avenir de Wen. Andrew tremble, mais il sait ce qu'il a à faire et il tire sur Eric. Ok, Eric et Andrew viennent de faire un choix impossible et ont probablement sauvé le monde. Wen devra grandir sans l'un de ses pères, mais son sacrifice est ce qui lui a permis d'avoir un monde dans lequel grandir. Andrew avait une arme pointée sur Léonard. Sa famille était en sécurité et tout ce qu'il avait à faire était de s'éloigner de tirer sur Léonard s'il s'en prenait à eux. Mais d'une manière ou d'une autre, il a réussi à tout gâcher. Piéger Léonard dans la salle de bain était une bonne idée, et ça aurait permis de le ralentir s'il décidait de les poursuivre. Alors pourquoi diable Andrew a-t-il décidé d'ouvrir la porte pour voir s'il était toujours à l'intérieur? Je comprends qu'il ait entendu la vitre se briser et qu'il ait eu peur que Léonard attende dehors pour leur sauter dessus. Mais ils ont passé suffisamment de temps dans ce chalet pour qu'Andrew soit entré au moins une fois dans la salle de bain. Et il ne se souviendrait pas que la seule fenêtre de la pièce est beaucoup trop petite pour que Léonard puisse passer par là. Même s'il ne s'en souvenait pas, quand il ouvre la porte et voit qu'il n'y a aucun moyen pour Léonard de se sortir de là, il est évident que le gars est toujours à l'intérieur. Et il aurait dû claquer la porte tout de suite. J'aurais fermé la porte et je serais sorti calmement du chalet avec ma famille. Et si Léonard avait essayé de me sauter dessus, je l'aurais abattu. Ça semblait assez simple quand on y pense, mais Andrew a réussi à se faire plaquer au sol et à se faire voler son arme. Désormais, l'intrus d'1,90 m et d'au moins 130 kg est armé, et leurs chances de s'échapper s'amenuisent de seconde en seconde. Aux informations, il voit des avions tomber du ciel et Eric est enfin convaincu. Mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles un avion peut s'écraser sans qu'il s'agisse d'un acte de Dieu. Une erreur de pilotage, un problème de maintenance, un équipement défectueux, et même le mauvais temps peuvent tous être à l'origine d'un accident d'avion. Et bien que ça soit très rare, il n'est pas impossible qu'un problème ou une attaque d'origine humaine puisse entraîner la chute d'un grand nombre d'avions d'un seul coup. En gardant ça à l'esprit, des avions s'écrasant dans le monde entier serait certainement une chose bouleversante à voir. Mais je serais toujours pas convaincu et j'aurais pas levé tous mes doutes sur l'histoire de Léonard. Après la mort de Léonard, Eric et Andrew sont laissés seuls pour prendre leur décision finale. Et Eric est totalement convaincu que l'histoire est vraie. Il mentionne que les 4 membres du groupe de Léonard représentaient les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et il y a des indices subtils qui indiquent que ça pourrait peut-être être vrai, bien que leur rôle traditionnel soit pour la plupart inversé. Dans l'Apocalypse, les 4 cavaliers sont la mort, la famine, la guerre et la conquête. Et leur arrivée marque le début du jugement dernier.
Redmond et son passé violent représentent la méchanceté, ou le cavalier de la guerre, et il est vêtu de rouge comme le cheval de guerre rouge. Adriane est chef, et elle représente la nourriture, l'inverse de la famine. Elle porte du noir pour correspondre à son cheval noir. Sabrina l'infirmière représente le soin, et elle est donc l'inverse du cavalier de la mort. La couleur jaune de ses vêtements correspond également à la couleur du cheval de la mort. Enfin, Léonard représente l'accompagnement. Sa nature bienveillante est l'inverse du cavalier de la conquête, et il porte du blanc, ce qui correspond au cheval blanc de la conquête. Si tout ça n'est qu'une coïncidence, alors c'est une coïncidence assez importante. Et je peux voir où Eric veut en venir, même avec sa bosse à la tête. En fin de compte, même avec toutes ces preuves et la fin du monde autour de moi, je pense toujours pas que j'aurais fait ce sacrifice. Je suis la première à admettre que les choses semblent assez convaincantes, mais étant donné qu'il y a encore une infime chance que tout ça soit dans leur tête, il n'y a aucune chance que je puisse le faire. Eric, cependant, a pris sa décision, et grâce à son sacrifice, il a sauvé le monde. Enfin, j'espère. Andrew va chercher Wen dans sa cabane et elle devine dans son regard que quelque chose de terrible s'est produit. Elle lui demande si papa Eric a sauvé tout le monde et Andrew s'approche d'elle en pleurant, alors qu'une pluie torrentielle commence à tomber. La foudre s'abat sur un arbre près du chalet qui tombe à travers le toit, embrasant tout le bâtiment. Andrew et Wen marchent ensemble dans la forêt et finissent par trouver le véhicule avec lequel Léonard et son groupe étaient arrivés. La clé est posée sur la console centrale. Ils montent à bord et partent ensemble. Un peu plus loin, Wen demande s'ils peuvent s'arrêter dans un restaurant. Ils s'y arrêtent et remarquent à la télévision que les tsunamis, les accidents d'avion et les infections virales ont tous pris fin. Tout le monde dans le restaurant est soulagé et il semble que tout va bien se passer. Il retourne à la voiture et Andrew trouve plusieurs affaires appartenant à Léonard, Rory, Sabrina et Adriane, y compris une photo du fils d'Adriane. Ils démarrent le véhicule et une chanson qui leur rappelle Eric passe à la radio. Ils l'éteignent d'abord, mais décident de la rallumer et ils partent poursuivre le cours de leur vie ensemble. L'apocalypse est repoussée et les innocents du monde entier sont sauvés. Mais qu'en pensez-vous ? Comment auriez-vous battu Knock at the Cabin ? Dites-le moi dans un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée.